Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, sur ce nouveau chapitre en physique de cinquième secondaire, dernier chapitre de l'année, celui qui porte sur l'énergie mécanique. Et donc, j'ai l'habitude pour ce chapitre de faire une espèce d'introduction à ce chapitre qui passera, là, un petit détour, si vous voulez, qui passera par des notions qui autrefois étaient dans le- le programme du cours de physique de cinquième secondaire, qui ont été euh, retirées depuis la réforme, mais que j'ai continué à faire parce que je juge extrêmement pertinente, intéressante aussi, beaucoup de liens avec le concret. Et également, donc, c'est une bonne amorce au concept d'énergie mécanique qu'on va éventuellement développer en cours de route. Donc, cette introduction, si vous voulez, au chapitre 6 de l'énergie mécanique, ben, elle passera par une discussion au sujet des machines simples. Donc, on va vraiment commencer à regarder ensemble dans ce chapitre-ci, les principes liés aux machines simples et voir un peu là, comment tout ça fonctionne. Donc, dans cette première partie, si vous voulez, sur les machines simples, donc on va simplement introduire les grands principes, puis peu à peu, donc on va s'intéresser plus spécifiquement à différents types de machines, puis voir comment elles fonctionnent. Et cela va nous mener éventuellement à définir des concepts que vous connaissez déjà, que vous avez déjà étudiés en quatrième secondaire, des concepts liés à l'énergie mécanique, le travail, l'énergie potentielle, gravitationnelle, l'énergie cinétique et puis tout ça. Et on va les bonifier, on va évidemment en cinquième secondaire aller un peu plus loin, approfondir et vraiment là, développer notre compréhension de ces choses-là. Donc, commençons avec une courte présentation sur les principes, les concepts importants en lien avec l'énergie mécanique. Donc, cette première vidéo, vous allez voir, les plus conceptuelle, mais ça va être des concepts très importants qu'on va avoir besoin là, par la suite là, pour toutes les autres analyses qu'on va faire au sujet des machines simples. Donc, évidemment, vous pouvez suivre cette vidéo, bien sûr, à l'aide du document de notes. Donc, je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure qu'on avance, ou simplement, là, consulter la vidéo. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on définit comme étant une machine simple? Ben, c'est tout simplement un objet ou un outil qui nous permet d'effectuer une tâche précise. Donc, vous voyez que la définition, elle est assez large et elle peut englober donc plusieurs choses. Évidemment, le mot simple est important dans la mesure où nous, on va vraiment étudier certains éléments précis ou certains outils très, très précis. Donc, des machines complexes. Donc, évidemment, une automobile, là, c'est une machine là, qui nous permet de nous déplacer d'un point A à un point B. Donc, ça nous permet d'effectuer une tâche précise. Mais une automobile est composée d'un nombre incroyable de plusieurs petites machines qu'on combine ensemble pour former quelque chose de plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'on veut utiliser. On veut vraiment. C'est pas ça qu'on veut étudier, c'est qu'on veut vraiment étudier donc, les machines qui sont simples, donc un système à la fois. Pour chacune de ces machines qu'on va étudier, on va toujours regarder, on va tenter de voir qu'est-ce qui se passe en termes de force. Et dans chacune d'entre elles, donc on va actionner la machine, ça va prendre une force, donc pour actionner la machine. Cette force qui actionne la machine, donc c'est une force qu'on dit motrice. Et j'aurai un petit exemple, une petite analogie dans quelques instants, donc qui nous permettra de comprendre un peu le lien avec ça. Donc la force motrice, c'est la force dont j'ai besoin pour actionner la machine. Donc, si par exemple, je tire sur une corde pour soulever une charge à l'aide d'une poulie, c'est ce qu'on étudiera dans le troisième tutoriel de la série, ben, j'actionne la corde avec une force, je crée une tension dans la corde avec une force, la force motrice, et ça va déplacer ou déformer une charge quelconque. Donc, généralement, on va regarder les déplacements d'une charge qui, elle, sera représentée par une force qu'on va dire résistante. Force motrice, force résistante. Donc, c'est deux forces qu'on va toujours tenter d'analyser dans un contexte de machine simple. Maintenant, il y a un principe fondamental dans chacune de ces machines que nous allons étudier et vous allez voir, on va y revenir encore et encore et encore. Et à chaque fois que je vais présenter donc une nouvelle machine dans les prochains tutoriels,
vous allez voir, je vais être fatigant, je vais toujours revenir avec ce même principe fondamental. Et je vous dirais que si vous le comprenez, ce principe-là, si vous êtes capable de l'appliquer dans plusieurs machines, dans plusieurs contextes différents, vous aurez à peu près tout compris, là, je vous dirais, de notre petite introduction sur les machines simples. Donc, le voici, ce principe-là. Donc, le principe est très, très simple. Plus la force motrice, donc plus la force qu'on utilise pour actionner la machine est grande, plus la tâche qu'on souhaite accomplir à l'aide de la machine va se réaliser rapidement, et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que si j'applique une force motrice qui est petite, donc avec la machine va prendre un temps, dans le fond, qui est beaucoup plus grand pour réaliser, donc, la tâche en question. Et ça, dans le fond, on pourrait le symboliser par un petit graphique, ce principe-là. Donc, un petit graphique où, si on met en X sur l'axe des abscisses la force motrice et en Y le temps de réalisation de la tâche sur l'axe des ordonnées, bien, on obtiendrait, dans le fond, une relation inversement proportionnelle. Plus j'applique une force qui est grande, donc on voit ici que plus on est loin dans la partie là, force motrice de notre graphique, moins le temps de réalisation de la tâche est grand. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, plus je me trouve dans une situation où la force motrice est faible, plus ça va me prendre de temps, donc réaliser la tâche en question. Et vous allez voir que selon le contexte, selon les utilisations d'une machine qu'on doit faire, des fois, on va être dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va vouloir que le travail se fasse plus rapidement, générer une plus grande vitesse avec la machine. Donc, à ce moment-là, on va vouloir là, dépenser une force ou actionner avec une force qui est plus grande. Ou dans d'autres situations, on veut soulever, par exemple, quelque chose qui est très, très lourd, ou déplacer quelque chose qui est très, très lourd. Bien là, on est prêt peut-être pour réduire la force motrice, mais en contrepartie, perdre un peu de la vitesse, donc à laquelle là, se réalise cette tâche. Et donc, pour bien comprendre ce principe-là, il y a une analogie très simple que j'aime bien utiliser, c'est l'analogie des vitesses à vélo. Et puisque tout le monde, ou presque, là, je présume, a déjà fait de la bicyclette, bien, vous comprendrez très très bien ce principe-là. Donc, le principe est le suivant, puis essentiellement, les machines qui sont utilisées donc, dans les vélos, là, les machines qui créent le principe de vitesse, bien, c'est des roues dentées, donc qui respectent les principes de machine simple. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes en bicyclette sur une petite vitesse, ben, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai démontré ici, donc moi-même là, qui faisais de la bicyclette, j'ai sorti mon vélo et j'ai mis ça en première vitesse et on va voir, on va voir ce qui se passe ici. Donc c'est parti, vous me voyez passer et voyez que j'actionne le pédalier donc très 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 rapidement, je vais le faire rejouer ici, mais que j'avance pas particulièrement vite. C'est pas une vitesse là, à tout casser ici. Mais certainement, vous voyez mes jambes se déplacer très, très, très rapidement. Donc, on le voit encore une dernière fois ici. Donc, vous savez, hein, souvent en québécois, on a l'expression on pédale dans le beurre. Donc, quand vous êtes sur un vélo, vos petites vitesses, donc, vous font pédaler très, 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 très vite, mais vous avancez pas vite si vous êtes sur le plat. Par contre, ces petites vitesses-là ont une utilité. Si jamais vous êtes dans une côte, par exemple, eh bien là, à ce moment-là, vous allez mettre ça dans la petite vitesse et là, vous allez peut-être être capable de monter plus facilement parce que la force que vous allez déployer, dans le fond, sur votre pédalier va être plus ajustée. À l'inverse, quand on est sur des grosses vitesses, et donc j'ai une autre vidéo ici, où sur à peu près la même distance, vous voyez que mes jambes, mon pédalier là, va beaucoup moins rapidement, mais je franchis la distance ici entre les deux points à peu près, là, ben, je pense un peu plus rapidement. Je ne sais pas si ce serait possible de montrer ici, je ne pourrais pas les partir vraiment en même temps ou à peu près en même temps. Je ne sais pas si je vais être capable de voir ça. Donc ici, pas tout à fait, là, il y a un décalage dans la vidéo. Mais bref, je ne sais pas si je peux être capable de les faire jouer en même temps, non, je pense pas. Mais quand même, on le voit un peu. Donc ici, donc à gauche versus à droite, on voit qu'à droite, donc malgré le fait, je vais le faire rejouer à droite ici, malgré le fait que
je bouge mes jambes beaucoup moins rapidement, ben, je suis capable malgré tout de générer une plus grande vitesse. Pourquoi? Parce que malgré le fait que je pédale moins rapidement, je mets beaucoup plus de pression et donc les roues dentées dans mon dérailleur font en sorte de transférer cette pression-là pour générer une plus grande vitesse. Donc, je pédale moins vite, mais je pédale plus fort et ça me permet d'avoir une plus grande vitesse. Évidemment, je ne pourrais pas mettre cette vitesse-là dans une pente parce que là, la force que j'aurais à déployer, évidemment, serait beaucoup trop grande. Mais quand même, le principe est là. Et je pense qu'avec ce principe-là, ben, on est capable de comprendre bien les choses, bien sûr, lorsqu'on parle là, de différentes machines. Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre maintenant d'évaluer pour chacune des machines qu'on va étudier éventuellement? Donc, justement, l'efficacité, si vous voulez, donc de chacune des machines, ben, on va définir certains concepts qui vont nous permettre de calculer ça. Tout d'abord, par contre, on peut peut-être faire un survol rapide des différentes machines qu'on va étudier là, de façon plus ou moins élaborée là, dans notre chapitre. Donc, le levier, donc vous avez des exemples ici de levier avec un marteau, par exemple, poulie. Donc, cette image vient des États-Unis, vous aurez compris, avec le drapeau américain qui est là. Donc, les leviers, les poulies, ça va faire l'objet, ça, des 2 prochains tutoriels. C'est des machines simples qu'on va étudier en grand détail. Pour les autres, donc le coin, qui est une forme de plan incliné, le plan incliné, justement, la roue et l'axe et la vis, on va les étudier, mais peut-être plus rapidement. Ça, ce sera l'objet d'un 4e tutoriel et on va passer, là, si le plan de match est respecté, là, vraiment ces 4 autres machines-là. Mais là, les leviers et les poulies, ça vaut la peine de vraiment s'intéresser à leur fonctionnement plus détaillé. On fera ça dans les 2 prochains tutoriels. Donc, je parlais il y a quelques instants de comment calculer l'efficacité d'une machine. Bien, on a une mesure qui va nous permettre de faire ça. Et cette mesure-là, ça s'appelle le gain mécanique. Donc, on va regarder un petit peu comment on arrive à calculer ce gain mécanique-là. Il y a 2 façons de le calculer. Et on va voir que ces 2 façons-là se recoupent dans un certain nombre de situations. Donc là, peut-être que pour l'instant, évidemment, en l'absence d'exemples précis de calcul qu'on peut faire pour le gain mécanique, ces formules-là vous apparaîtront peut-être un peu abstraites, mais dès les prochains tutoriels, je vous rassure, on va être en mesure donc de faire des liens avec ces formules-là et ça va nous permettre là, très certainement là, de mieux comprendre là, le fonctionnement de ce concept du gain mécanique. Donc, on distingue 2 types de gain mécanique. On va commencer par le gain mécanique réel. Le gain mécanique réel se calcule, donc gain mécanique réel, GMR, se calcule en faisant le rapport donc de la force résistante, donc de la charge, la force reliée à la charge qu'on doit déplacer avec une machine, divisée par la force motrice. Donc, ce qui veut dire que plus la charge qu'on a à déplacer est grande, plus la force motrice est petite, plus mon gain mécanique sera élevé. Donc, ça, c'est une situation où on a une machine qui nous aide, par exemple, à soulever des très, très, très grandes charges. À l'inverse, si on a une force résistante qui est petite, mais une force motrice qui est très grande, bien là, on arrive dans l'autre situation où on aura un gain mécanique très faible, puis on va le noter ça éventuellement. Donc, ça va faire en sorte qu'on va avoir une machine qui va nous permettre d'accomplir quelque chose très rapidement ou de générer une très, très grande vitesse. On va comprendre avec différents exemples dans les prochains tutoriels dans quelles circonstances ça peut être intéressant. Donc, ce gain mécanique réel tient compte du frottement. Donc, dans la mesure où on indique que dans la machine, il y a du frottement, donc, le gain mécanique va en tenir compte. Parce que, dans le fond, il va être relié, il va être imbriqué, si vous voulez, dans la force résistante. Donc, s'il y a présence de frottement, la force résistante n'est pas que le frottement, il peut y avoir d'autres forces. Donc, par exemple, si on soulève un objet, je dois combattre la force de gravité. Donc, j'aurai la force résistante qui est la force de gravité. Et ensuite, donc, s'il y a présence de frottement, et je dis bien s'il y a présence de frottement, parce que dans la plupart des machines qu'on va étudier, on n'en tiendra pas compte du frottement. Donc, s'il y a présence du frottement, donc ça va être calculé ça dans la force résistante. Cela dit, comme je l'ai mentionné, c'est rare qu'on va étudier des situations où il y aura présence de frottement. Donc, pour calculer le gain mécanique en tenant compte du frottement, je dois nécessairement le faire à l'aide du gain mécanique réel.
Évidemment, il existe aussi une autre façon de calculer donc le gain mécanique qu'on appelle le gain mécanique idéal. Et ça, dans le fond, ça va être à partir des déplacements. Donc, déplacement moteur, déplacement résistant. Et encore une fois, peut-être que ça vous apparaîtra un peu abstrait. Donc, de voir là, dans quelles circonstances on parle de déplacement moteur, déplacement résistant. Je peux peut-être faire un mini-exemple très rapidement en lien avec les prochains tutoriels qu'on va voir, notamment celui sur les poulies. Donc, si par exemple, vous prenez une poulie, je vais dessiner ici en haut, donc une poulie qui est suspendue là, ici au plafond ou quelque chose, donc qui soulève une charge quelconque et que vous tirez sur la corde. Donc, la charge va se soulever d'une certaine grandeur, d'une certaine hauteur. Donc, ça, c'est le déplacement moteur. Pardon, c'est le déplacement résistant, c'est le déplacement de la charge. Pardon. Je vais essayer d'effacer ça ici. Voilà. Donc, déplacement résistant. À l'inverse, vous allez tirer donc une certaine longueur de corde pour arriver à donc avoir votre charge qui soulève. Ça, c'est le déplacement moteur. Donc, c'est le déplacement, le delta XM. Donc, ces deux valeurs-là ne seront pas toujours égales, tout dépendamment de le type d'outil qu'on utilise, le type de machine. Par ailleurs, lorsque vous calculez le gain mécanique idéal, ben, le mot le dit, hein, c'est idéal. Donc, puisqu'il n'y a pas de référence aux forces dans cette formule-là, on ne peut pas tenir compte, donc cette formule-là ne tient pas compte du frottement. Mais je le mentionnais il y a quelques secondes. Ces deux façons de calculer le gain mécanique sont équivalentes si, dans une machine, on dit de prime abord, il n'y a pas de frottement, on n'en tient pas compte, donc on ne doit pas tenir compte des frottements dans cette situation-là. Donc, dans ce cas-là, que vous calculiez le gain mécanique réel ou le gain mécanique idéal, ça ne fait aucune différence. Les deux valeurs seront égales. Et dans ce cas-là, souvent, la question va se poser, bien, lequel que je calcule, gain mécanique réel ou gain mécanique idéal? Bien, puisque les deux sont égaux, ça ne change rien. Donc, souvent, ça va aller en fonction de qu'est-ce qu'on connaît sur la machine. Est-ce qu'on connaît les forces qui sont en jeu ou est-ce qu'on connaît les déplacements qui sont en jeu? Et tout dépendamment, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais comme information sur la machine, bien, je vais choisir l'une ou l'autre des deux façons de le calculer. Donc, voilà pour le gain mécanique. Maintenant, j'en ai parlé un peu il y a quelques instants. Quand on va arriver à calculer le gain mécanique dans les prochains tutoriels pour certaines machines, qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur, ces valeurs qu'on calculera? Donc, on va voir ça dans le dernier tableau qui est ici de la page 1 du document de notes. Donc, c'est la valeur du gain mécanique. Et vous voyez ici, je n'ai pas précisé dans GM si c'était le gain mécanique idéal ou le gain mécanique réel, parce que l'interprétation qu'on en fait n'est pas dépendante, si vous voulez, du type de gain mécanique, qu'il soit réel ou idéal. Donc, comme je l'ai dit, de toute façon, dans la plupart des cas, ça ne fera aucune différence. Si on ne considère pas le frottement, qu'on calcule l'un ou qu'on calcule l'autre, ça revient à la même chose. Donc, si le gain mécanique vaut 1, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, prenons par exemple la formule du gain mécanique réel, qui nous dit que la force résistante est divisée par la force motrice. Mais si ce rapport-là vaut 1, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les deux forces sont égales. Donc, on peut dire que lorsque le gain mécanique vaut 1, il n'y a aucun avantage à utiliser la machine dont le gain mécanique est de 1, puisque justement, la force motrice est égale à la force résistante. Autrement dit, que j'utilise une machine, je vais prendre l'exemple d'une poulie, que j'utilise la poulie avec un gain mécanique de 1 pour soulever une charge, c'est pas plus avantageux pour moi que de prendre la charge puis de la soulever à main nue. Donc, la machine en question, c'est pas qu'elle est inutile nécessairement, mais c'est qu'elle ne me propose aucun avantage mécanique. Donc, lorsque le gain mécanique est 1, je ne force pas plus, je ne force pas moins. Le travail ne se fait pas plus vite, le travail ne se fait pas moins vite. Donc, tout ça, il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser donc la machine lorsque son gain mécanique est de 1. Si le gain mécanique est supérieur à 1, donc si on prend toujours notre définition de la gain mécanique réelle, donc ça veut dire que la force résistante est plus grande que la force motrice, autrement dit, que je soulève une charge qui est supérieure, dans le fond, là, à ce que je serais capable de soulever. Et donc, j'exerce, moi, en tant qu'utilisateur de la machine, une force inférieure à ce que je devrais utiliser, donc, si je n'avais pas la machine. À l'inverse,
Donc, si je prends la formule du gain mécanique idéal, qui nous dit que c'est le déplacement moteur divisé par le déplacement résistant, donc ça veut dire que si c'est le déplacement, si le gain mécanique est supérieur à 1, ça veut dire que le déplacement moteur est supérieur au déplacement résistant. Et donc, ça veut dire que le travail que je vais faire, le déplacement ou le temps que ça va prendre pour faire ce déplacement-là va être plus grand que si je n'avais pas utilisé une machine. Donc, une machine qui a un gain mécanique supérieur à 1 nous permet d'utiliser une force motrice inférieure à la force résistante. Autrement dit, je vais moins forcer en utilisant cette machine-là que si je ne l'utilisais pas. Par contre, et là, on revient au principe fondamental des machines, si avec la machine, vous utilisez une force inférieure que si vous ne l'utilisiez pas, ben, il va y avoir un désavantage, c'est que le travail va se faire plus lentement. Et donc, le gain mécanique supérieur à 1, c'est dans les cas de machines où on est prêt à sacrifier du temps pour soulever, par exemple, quelque chose qui est très lourd, ou déplacer quelque chose qui est très, très lourd. Donc là, on va vouloir utiliser un gain mécanique qui est très, très, très élevé. Donc, on va utiliser une force qui est beaucoup inférieure pour soulever la charge en acceptant le fait que ça va nous prendre plus de temps pour soulever cela. Et la dernière possibilité, donc, c'est d'avoir un gain mécanique entre 0 et 1. Et là, c'est exactement le contraire de la situation où on a un gain mécanique supérieur à 1. C'est-à-dire qu'on va utiliser une force motrice qui est supérieure à la force nécessaire pour soulever l'objet. Donc, certains pourraient trouver ça bizarre. Imaginez une machine, vous voulez soulever une charge, et cette machine-là vous demande une force plus grande que si vous ne l'utilisiez pas. Et donc, certains pourraient se poser la question, dire, mon Dieu, à quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt d'utiliser une telle machine si je veux soulever un objet? Donc, utiliser une machine qui me demande de forcer plus que si je ne l'utilisais pas. Mais on a un avantage majeur. Si on veut que le travail se fait plus rapidement, à ce moment-là, on va être prêt à sacrifier, dans le fond, le fait de forcer davantage et pour gagner justement de la vitesse d'exécution dans la machine. Et on va voir que donc, il y a bien des situations, là, bien des cas avec certains types de machines où le gain mécanique inférieur à 1, entre 0 et 1, c'est quelque chose qui nous intéresse fondamentalement parce que ça nous permet de réaliser un travail plus rapidement. Donc voilà pour cette courte introduction des concepts importants en lien avec les machines. Donc, ça nous permettra là, donc pour la suite des choses, là, utiliser donc notamment les concepts de gain mécanique pour analyser fondamentalement les différents types de machines. Comme je le disais, prochain tutoriel porte sur les leviers. Donc, on va utiliser justement ces notions de gain mécanique en lien avec les leviers. Et donc, on va voir là, comment est-ce que plus concrètement on peut appliquer là, ces choses-là pour des objets ou des situations du quotidien. Donc, voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et on se revoit là, dans un prochain tutoriel.